La guerre du pétrole, l'Irak garde l'initiative. La France, gravement préoccupée, demande aux grandes puissances de ne pas s'en mêler. Temps partiel, un projet de loi pour travailler moins et mieux. Des armes pour la concurrence, Peugeot, Aval Talbot. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pétrole coule toujours dans le golfe Persique. L'Occident est encore approvisionné. Vous en aurez le témoignage dans quelques minutes. Mais il nous faut tout d'abord parler du fond des choses, c'est-à-dire de la poursuite de l'offensive irakienne en Iran. Pas de trêve dans la guerre entre les deux pays. La pression s'accroît sur les villes du sud de l'Iran, où sont précisément concentrées les raffineries de pétrole. L'ayatollah Khomeini se venge en lançant au peuple musulman d'Irak un appel à la révolte, et l'aviation iranienne vient de lancer un nouveau raid sur la ville de Bassora. Alors tout de suite, les toutes dernières images du conflit commentées par Philippe Rochaud. Ces chars irakiens, dans la région de Basra, foncent vers la rive occidentale du Châtel arabe. Pourtant, malgré les communiqués de victoire diffusés par Bagdad, l'armée irakienne ne contrôlerait que quelques kilomètres de territoire iranien. Le point sensible du front est ici, dans la région pétrolière, où les soldats irakiens affirment notamment qu'ils encerclent les raffineries d'Abadan et le port commercial de Khorramshahr. Pourtant, ces images montrent que l'armée irakienne est encore sur la rive ouest du fleuve qui sépare les deux pays, donc sur la rive irakienne, d'où elle pilonne les installations pétrolières de l'Iran et empêche, par la même occasion, la circulation des bateaux dans le Châtel arabe. L'armée irakienne garde donc l'initiative dans les combats. Pendant que ses soldats tentent une percée dans la région sud-ouest de l'Iran, son aviation bombarde les aéroports iraniens, dont Téhéran. Mais l'Iran, malgré une aviation privée de pièces détachées américaines, a pu riposter en bombardant notamment Bagdad à 5 reprises, et dont voici d'ailleurs les premières images. Dans ces ruines, dans ces quartiers populaires de Bagdad, on a relevé une vingtaine de morts et une soixantaine de blessés. Philippe Rochaud, on ne reverra jamais cette carte pour essayer de bien situer ce qui se passe. Qu'est-ce que veut l'Irak ? Alors l'Irak développe pour l'instant une offensive sur environ 500 km de long et quelques kilomètres de large seulement. Elle démarre du nord, la région de Qasr-Shirin, que les forces irakiennes auraient prise ce matin. Mais surtout, elle se développe, comme vous l'avez dit, dans cette région pétrolière du Khuzistan, qui est revendiquée par les forces irakiennes, puisque là vit une minorité arabe d'environ 2 millions de personnes. C'est là que se trouve la raffinerie d'Abadan, l'une des plus importantes du monde. Alors c'est là que se trouve la raffinerie d'Abadan, qui serait donc encerclée. En fait, les Iraniens affirment qu'ils tiennent toujours la raffinerie, mais en tout cas, les activités de la raffinerie sont complètement stoppées. Mais ce qui est plus important, c'est que les forces armées irakiennes ont attaqué tout à l'heure le terminal pétrolier de Fao, c'est-à-dire cet endroit-là, d'où les pétroliers chargent à destination de l'Occident. Or, déjà ce matin, on savait que l'Irak ne chargeait plus le pétrole dans cette région-là, à son terminal pétrolier de Fao, donc c'est sous cet aspect-là que le pétrole ne coule plus. En revanche, les fameuses îles du Golfe Persique, qui se trouvent au sud, sont toujours contrôlées par les forces armées iraniennes, et l'armée irakienne, là, n'intervient pas, et c'est pour cette raison que les pétroliers continuent leur marche vers le Golfe Persique, vers le détroit d'Ormuz. Bien, répétons-le, c'est un petit peu normal, l'Occident ne juge ce conflit qu'à travers le prisme du pétrole. Alors que va-t-il nous arriver? L'or noir va-t-il continuer de couler? Pour l'instant, oui, donc nous le répétons, même si provisoirement nous disions Bagdad et Téhéran ont interrompu leur livraison de pétrole par le Golfe, mais la circulation de ces pétroliers se poursuit dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz n'est pas du tout coupé. C'est ce que vient de nous confirmer il y a quelques heures par téléphone le commandant d'un pétrolier français, l'Esso Gascogne, qui était en plein dans le détroit d'Ormuz quand Philippe Sassier lui a téléphoné. Écoutez. Nous passons le détroit d'Ormuz dans la nuit du 22 au 23 septembre, entre 22h et 2h du matin. Et nous n'avons rien remarqué d'anormal. Les navires suivaient leurs routes respectives. D'une part, les navires sur ballast qui entraient dans le golfe, et d'autre part, les navires chargés qui quittaient le golfe pour des destinations diverses. Cette nuit, nous avons longé pendant un certain temps les côtes de l'Iran et nous n'avons rien remarqué d'anormal. Maintenant, nous sommes tout près du canal d'entrée de Ras Tanura, qui est le port principal de chargement en Arabie Saoudite. Nous attendrons la bouée d'entrée d'environ 1 heure. D'après ce que nous savons, ce que nous avons entendu autour de nous en VHF, les ports fonctionnent normalement. Je veux parler des ports d'Arabie Saoudite et des ports situés sur la côte des Émirats Arabes Unis. À vous.
Alors, deuxième coup de téléphone, celui-là de meilleure qualité technique, mais je vous rappelle que vous avez entendu le commandant du pétrolier en pleine mer, donc dans le détroit d'Ormuz. Ce coup de téléphone, c'est celui de Gérard Sebag, qui est à Koweït, c'est-à-dire à 30 km des lieux de l'affrontement, et il convient de dire que pour l'instant, les journalistes ne peuvent ni se rendre en Iran, ni se rendre en Irak. Ils viennent nous appeler. Des centaines de réfugiés traversent depuis hier la frontière entre l'Irak et le Koweït, fuyant la zone des combats du Chott el Arab. Parmi ces réfugiés que j'ai vus ce soir, emportant quelques maigres bagages, beaucoup d'Occidentaux, notamment des coopérants qui travaillaient en Irak. Leurs récits émouvants font état de bombardements très violents de l'aviation iranienne. Les fantômes iraniens ont attaqué des objectifs civils à Bassora et des complexes industriels. Une partie de la ville, et notamment le complexe pétrolier, serait en flammes. De leur côté, les Irakiens ont riposté en attaquant Abadan, qui brûle aussi en partie. Ces bombardements ont fait des victimes, notamment parmi des coopérants britanniques et américains. En ce qui concerne les Français, qui fuient aussi par la frontière avec le Koweït, il semble qu'il n'y ait pas de victimes. Il y a actuellement près de 4000 Français qui travaillent en Irak. Bien, donc je le répète, 4000 Français travaillent en Irak. Le chantier d'une usine pétrochimique construite actuellement par des Français a été bombardé aujourd'hui près de Bassora, mais aucune victime n'est à signaler. Un certain nombre de ressortissants français a déjà pu gagner le Koweït, ils sont environ 150 et ils seront rapatriés dès demain par avion à Paris. Il y a très peu de coopérants, très peu de ressortissants français en Iran. Alors ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent obtenir des précisions sur le sort de ces différents coopérants et de ces différents ressortissants français en Irak et en Iran peuvent appeler le Quai d'Orsay au numéro que vous voyez, 550 34 60. Le gouvernement français s'est déclaré tout à l'heure en Conseil des ministres gravement préoccupé devant les conséquences de ce conflit strictement bilatéral et invite en conséquence les grandes puissances à faire preuve de grande retenue. Et puis le chef de l'État en a profité pour faire remarquer que ces événements justifiaient pleinement le choix nucléaire de la France. Jacques Séguy a pu s'entretenir à New York avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-François Poncet, qui assiste à l'Assemblée générale des Nations unies et dont la position est en accord avec celle de ses partenaires européens. Les 9 ont hier adopté une déclaration sur le conflit. Je crois que c'est la déclaration la plus claire, la plus ferme qui ait été à ce jour rendue publique. Elle met en évidence, à la demande de la France, 3 points. D'abord, la nécessité d'éviter que ce conflit, qui se situe dans une région particulièrement difficile et importante du monde, que ce conflit ne prenne une dimension plus large. Et à cet égard, il y a un appel lancé aux États-Unis et à l'Union soviétique de maintenir la retenue dont elles font preuve pour le moment. Le deuxième point, c'est d'apporter l'appui des 9 aux efforts que le secrétaire général des Nations Unies fait pour que des consultations puissent être engagées et un processus politique mis sur les rails. Le dernier point est pour attirer l'attention sur l'importance pour l'économie du monde de cette voie de navigation qu'est le Golfe et pour demander qu'aucune atteinte ne soit apportée à la libre navigation sur le Golfe. C'est en cela que consiste la position des 9 qui, naturellement, ont indiqué aussi qu'ils étaient prêts à contribuer à la recherche d'une solution pacifique. Voilà pour les Français. Les Américains, eux aussi, évacuent leurs ressortissants de Bassora. Une dépêche faisait état de la capture de 4 Américains en Iran dans la région d'Abadan, mais cela reste à confirmer. Un Italien est mort, par ailleurs, toujours dans une raffinerie bombardée. Et je crois qu'il est temps maintenant d'essayer de comprendre le point de vue des deux belligérants. Demain, nous recevrons le vice-président irakien, qui doit voir le président de la République. Et ce soir, l'ayatollah Rouhani, qui représente la communauté chiite en Europe, un opposant au régime, et qui vient d'envoyer un télégramme au président Giscard d'Estaing. Je lui ai envoyé un télégramme et je lui ai demandé qu'il use de ses influences auprès de l'Irak et l'Iran pour faire cesser la guerre fratricide qui se fait ravage actuellement en Iran et en Irak. Vous ne pensez pas que l'armée, par exemple, à l'intérieur de l'armée iranienne, on a beaucoup parlé d'opposition, vous ne pensez pas que cette armée iranienne pourrait être tentée de jouer de la situation? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas le moment. L'armée iranienne
même ceux qui sont à l'étranger, les généraux qui sont à l'étranger, ne sont pas si insensés qui profitent de cette occasion pour renverser le régime. Je ne pense pas. Mais vous pensez qu'un jour ou l'autre, cette opposition arrivera à renverser le régime actuel en Iran? Écoutez, nous, le régime n'est pas éternel. Voilà ce soir ce que nous pouvons dire à 20h10 sur les développements de la guerre entre Bagdad et Téhéran. Comme nous vous le laissions entendre hier soir, Talbot passe désormais sous le contrôle total de Peugeot. Les résultats étaient mauvais depuis le début de l'année, conséquence, fusion totale du réseau commercial, c'est-à-dire les 950 concessionnaires affichant les deux panonceaux. Jean-Paul Parel, le président de PSA, annonce un plan de mise à la retraite anticipée chez Talbot. La raison essentielle, c'est la contre-offensive commerciale que nous voulons conduire. Nous abordons cette opération dans un esprit offensif. La restructuration elle-même n'aura pas dans l'immédiat de conséquences sur l'emploi. En revanche, il est vrai qu'il y a actuellement, à Poissy notamment, et en Grande-Bretagne, un certain sureffectif. Les directions générales de Talbot examinent actuellement les moyens, notamment par le biais de retraite, d'ajuster les effectifs à la production. Nous parlerons avec nos concessionnaires et nous parlerons avec chacun d'entre eux et nous allons aborder cette réforme dans un esprit de concertation, dans un esprit de dialogue et nous agirons avec pragmatisme, prudence et progressivité. Vous parliez de la menace japonaise, est-ce qu'il n'y a pas une réponse à donner à l'échelon communautaire, à l'échelon de l'Europe? Il y aurait une réponse à donner à l'échelon de l'Europe. Je ne suis pas certain aujourd'hui que l'Europe soit prête dans son ensemble à adopter l'attitude clairvoyante qui est celle de notre gouvernement. Mais il convient d'ajouter que cette restructuration, qui devrait prendre effet très vite d'ici à la fin de l'année, n'ira pas sans d'importantes compressions de personnel, 2000 personnes environ. Une rencontre avec les comités d'entreprise doit avoir lieu lundi. Strict maintien du pouvoir d'achat l'année prochaine avec une augmentation plus rapide des revenus les moins élevés. C'est ce que souhaite le gouvernement dans le rapport qui accompagne le projet de budget. Les mêmes prévisions indiquent que l'emploi resterait stable, donc pour 81. Deux projets de loi en faveur du travail à temps partiel adoptés ce matin en Conseil des ministres. Il s'agit d'une forme de travail qui stagne un petit peu depuis 2 ans, alors que d'autres initiatives, telles les horaires mobiles par exemple, connaissent un grand développement. Et cela, Patricia Coste, cela intéresse une partie non négligeable de la population. Il s'agit d'abord d'assouplir les conditions d'accès au temps partiel pour plus de femmes et d'hommes s'ils le veulent. Et ça, c'est le projet de loi de la fonction publique, qui permettra à tous ceux qui le veulent pour convenance personnelle d'accéder au travail à temps partiel. Dans le secteur privé, ce seraient plutôt des mesures d'incitation. Le problème technique pour les syndicats et les employeurs est de savoir si un travailleur à temps partiel vaut un travailleur à temps complet. Oui, en matière syndicale, représentation du personnel, exercice du droit syndical, d'après le nouveau projet de loi. Oui, mais pour les employeurs. Le surcroît d'effectifs entraîne des obligations financières qui seront aménagées. Quant aux salariés, ils bénéficieront des mêmes protections sociales que les temps complets, proportionnellement au nombre d'heures effectuées, sauf pour les droits d'ancienneté, maintenant identiques au temps complet. Sur le terrain, d'autres problèmes réglés ou non aujourd'hui, mais aussi des satisfaites. C'est très bien parce que, enfin toujours pour mon cas personnel, parce que j'aime beaucoup m'occuper chez moi, parce que je ne suis pas sur les nerfs, parce que j'ai toutes mes soirées tranquilles, mes week-ends, je ne fais rien, enfin j'entends des tâches ménagères, des trucs comme ça. Et puis mettre au boulot de dos, moi c'est quelque chose que je ne connais pas. Vous avez travaillé à temps plein avant? Oui, avant d'avoir les enfants. Et vous voyez une grande différence? Non, pas de comparaison. Pourquoi? J'ai beaucoup de temps pour moi personnellement. Et les enfants ne se sont jamais aperçus que j'étais absente de la maison. Et le salaire? Eh bien, le salaire n'est pas un inconvénient à partir du moment où c'est un choix, c'est-à-dire qu'il est proportionnel au temps passé dans l'entreprise. Mais est-ce que vous préféreriez pas ne pas travailler du tout? Ah non, non, absolument pas. J'ai l'impression d'aller me promener. Pour moi, c'est une promenade. Le travail? Oui. Le temps partiel, c'est bien, mais à condition qu'on ne craigne pas une diminution de salaire. Obstacle numéro 1.
Mais ce n'est pas tout. Comment expliquer le 5,7% de travailleurs à temps partiel en France contre des 9,3% dans les pays de la communauté? Les réticences, pour les intéressés d'abord, un manque de protection sociale amélioré aujourd'hui. Et puis... Il faut savoir que lorsque l'on travaille à mi-temps, eh bien, on ne travaille pas 2 fois moins qu'une personne à temps complet. Hein. Les rythmes sont beaucoup plus soutenus. On a en quelque sorte plus de rendement. Parce qu'on a une période beaucoup plus courte pour faire un travail. Et lorsque l'on vous donne un travail, en fin de compte, on ne s'occupe pas tellement de savoir si vous êtes là à 4 heures ou si vous êtes là à 8 heures. Il faut que le travail soit fait. Donc, soi-même, on a un rythme plus accéléré. Un inconvénient, vraisemblablement, c'est qu'il est pratiquement impossible d'accéder à un poste, enfin, en ce qui me concerne, je suis secrétaire, un poste de secrétariat de direction. Je pense exclu. C'est exact que c'est un problème. Parce qu'il nous est difficile de confier des postes de responsabilité dans un magasin, au niveau d'un chef de rayon par exemple, à quelqu'un qui n'est pas présent toute la semaine. Alors, ceci n'empêche pas que du personnel temps partiel puisse accéder à des promotions, mais à la condition de ne plus rester temps partiel une fois qu'il a une fonction avec des responsabilités. Or, réticence des syndicats, le choix de reprendre un emploi à plein temps n'existe pas toujours. Dorénavant, priorité sera donnée au temps partiel. Réticence enfin de la part des employeurs. Un temps partiel coûte cher en cotisation sociale. Problème réglé et simplifié d'après le projet de loi. Il y a encore peu d'offres, certes, mais d'après certains sondages, une demande potentielle malgré tout. Je suis toujours de bonne humeur. Je ne suis jamais venue travailler en faisant la tête. C'était ça qui me... Au même Conseil des ministres, des mesures en faveur des sinistrés de l'Ardèche et de la Loire, les inondations de la semaine dernière, et puis la proposition d'une force de transport d'urgence sous l'égide de l'ONU pour lutter efficacement et rapidement contre la famine. Ça peut paraître un petit peu inconvenant, mais il nous faut maintenant revenir sur le problème du veau. Dans Antenne de Midi, le président des syndicats de vétérinaires réclamait la démission du ministre de l'Agriculture, à qui il reproche de ne pas faire appliquer les lois sur l'utilisation d'hormones dans les élevages. L'inculpation tout à l'heure du directeur de publication de l'Humanité et de 2 journalistes, André Wurmser et Jean-Pierre Defay, on leur reproche la complicité de diffamation publique envers Michel Poniatowski dans des articles qui datent d'avril dernier. Hier, c'était le directeur du Canard enchaîné qui avait été inculpé. Par ailleurs, l'hebdomadaire, le Canard enchaîné, revient aujourd'hui sur sa conversation par téléphone avec Bokassa, qui s'affirme prêt à accepter une commission d'enquête internationale et qui ajoute qu'un avocat parisien a reçu plusieurs blancs-seings de sa main pour l'aider à constituer une commission d'enquête internationale. Edmond Maire, tout à l'heure, à France Inter, dans Face au public, a répété son soutien aux ouvriers polonais qui ont vécu un moment historique ce matin, l'enregistrement du premier syndicat indépendant. Cela se passait à Varsovie, vous avez vu les statuts des syndicats. Tout cela s'est passé dans une grande bousculade et dans une humeur, disons, très joyeuse. Vous entendrez rire souvent les ouvriers qui accompagnaient Lech Walesa, près de 2000 personnes qui ont essayé de pénétrer dans la salle et le juge était visiblement dérouté. Ça n'arrive pas si souvent en Pologne et je crois que c'est une image qu'on n'est pas prêt d'oublier. En URSS, la libération d'un dissident orthodoxe, repenti entre guillemets, Lev Fregelson, mais condamnation d'un autre dissident, Bakhmin, fondateur de la commission de travail sur l'utilisation abusive de la psychiatrie à des fins politiques. Il a été condamné à 3 ans de camp. Arrivé tout à l'heure en Autriche de Raymond Barre pour une visite officielle de 2 jours, l'Autriche que nous présentent maintenant Pierre Alain et Patrick Voix. Ce complexe sidérurgique de Linz, la Voestalpine, est la plus grande entreprise industrielle d'Autriche. C'est aussi l'une des plus importantes d'Europe. Société nationalisée, elle emploie 80 000 personnes et exporte dans le monde entier les 2/3 de sa production. Elle symbolise le dynamisme économique d'un pays qui n'a que peu d'industrie, mais qui tire le maximum de ses ressources naturelles. Le pétrole, par exemple. Si l'Autriche est complètement dépendante de l'URSS et de la Pologne pour le gaz naturel et le charbon, son sous-sol lui procure 20% de sa consommation pétrolière, un atout appréciable en cette période de crise. Mais la crise ici, on aurait plutôt tendance à l'oublier, même si le commerce extérieur est régulièrement déficitaire.
Quelques chiffres de l'an dernier en témoignent. Taux de croissance 5%, hausse des prix 4,7%, hausse des salaires 6,5%, taux de chômage 1%. À peine 8 secondes de grève par salarié, pourtant 60% d'entre eux sont syndiqués. La paix sociale, fondée sur la concertation permanente au sein d'une commission paritaire, est aussi une spécialité autrichienne. Il y a les conflits sociaux, mais les conflits sociaux ne sont pas discutés dans la rue. Déjà au niveau de la commission paritaire, il y a des pourparlers et on a appris à parler avec les patrons comme syndicats. Et les patrons connaissent notre force, si bien qu'on aboutit toujours à des compromis et si bien que les grèves sont très très rares. Il y a peut-être aussi la politique menée par le gouvernement. Voilà, c'est la deuxième raison, la politique gouvernementale qui depuis 10 années, maintenant plus de 10 années, est un gouvernement socialiste, est très liée aux syndicats et à la politique syndicale. Par exemple, notre ministre des Affaires sociales est un syndicaliste et nous avons plusieurs ministres dans le gouvernement qui sont syndicalistes. Et le président de l'unique centrale syndicale est aussi président de l'Assemblée. Réussite économique, paix sociale, mais aussi stabilité politique, les socialistes qui gouvernent le pays sous la houlette du chancelier Kreisky semblent invincibles. Ils ont la majorité absolue depuis l'an dernier. Aux dernières élections présidentielles, le principal mouvement d'opposition a même renoncé à présenter un candidat. En politique aussi, la règle d'or, c'est la concertation. C'est tout à fait naturel pour moi, comme chef du parti populiste en opposition, de rencontrer le chancelier fédéral Kreisky, qui est chef du parti socialiste. C'est une bonne tradition en Autriche qu'on discute assez durement au Parlement, même en public, mais en même temps on garde les possibilités de se rencontrer comme citoyens et de discuter en commun les grands problèmes du pays. En 10 ans, le gouvernement socialiste n'a connu qu'un seul échec important. Cette centrale nucléaire n'a jamais été mise en service. Les Autrichiens ont dit non par référendum. Cette fois, il n'y a pas eu de compromis. Découverte d'un important dépôt d'explosifs hier dans l'Ardèche. Il a été constitué par des militants d'Action Directe. 1250 kilos d'explosifs. 6 interpellations ont eu lieu dans ce département, à Paris et dans la Manche. Et puis dans l'enlèvement de Bernard Gall, rien de neuf ce soir, la famille a visiblement repris contact avec les ravisseurs, mais on n'en sait pas plus. La suite maintenant de notre grande enquête commune avec Europe 1 sur les surrégénérateurs. Après vous avoir expliqué hier ce qui se passait aux États-Unis, Bernard Rapp et Bernard Pucessot se sont rendus au Japon. Hiroshima, 35 ans jour pour jour après l'apocalypse. Ici, personne n'a oublié. Les Japonais, le seul peuple au monde à avoir souffert dans sa chair du feu atomique. Et pourtant le Japon a aujourd'hui définitivement choisi d'utiliser l'énergie nucléaire civile, passant outre la psychose atomique qui demeure ancrée dans beaucoup de mémoires. Moi-même, je suis allé à Hiroshima 2 jours après le bombardement, c'est-à-dire le 8 août 1945. Alors il est tout naturel que les gens ont peur des bombes atomiques, bien entendu. Alors cette psychose subsiste dans un certain sens, mais la jeune génération qui n'a pas connu ces époques terribles, je ne pense pas qu'elle soit tellement affectée. Bien entendu, on fait toujours très attention sur les questions radioactives, sur les questions des déchets par exemple, mais je ne pense pas que ce soit, que vous pourriez appeler ça une psychose de Hiroshima. Le vrai problème du Japon, c'est qu'il n'a pas le choix. L'engagement dans l'aventure nucléaire lui a été dicté il y a 20 ans par la nécessité. Voici un pays qui ne possède ni pétrole, ni gaz, ni charbon dans son sous-sol. Dès lors, pour le Japon, quelque tragique qu'ait pu être le passé, le recours à l'énergie nucléaire est la seule solution. Mais le problème n'est que reporté, car le Japon n'a pas non plus d'uranium dans son sous-sol. Alors ce pays s'est lancé dans la voie du surrégénérateur, beaucoup plus économique en combustible. Le premier réacteur de ce type fonctionne déjà. Le voici, il s'appelle Joyo, du nom d'une des divinités du panthéon bouddhiste.
Joyo n'est pas encore commercial, autrement dit, il ne fournit pas d'électricité. Mais il permet aux Japonais de mettre au point une technologie de caractère national, ce qui n'a rien d'étonnant dans un pays totalement tourné vers l'exportation. Et un autre réacteur du même type, Monju, est déjà en construction. Au Japon, toute la vie politique est dominée par une idée, celle de consensus, une sorte d'accord populaire tacite sur les grands choix nationaux. Le nucléaire en est un, a fortiori le surrégénérateur. Dans ce pays très sensible à ce problème, des efforts considérables ont été faits pour obtenir ce consensus, tant par les autorités que par les industriels impliqués dans le projet. Eh bien, je dois dire que ces temps derniers, nos campagnes de relations publiques ont été de plus en plus efficaces. Et nous avons aujourd'hui beaucoup moins de problèmes avec les habitants qui vivent aux alentours des centrales. Nous intervenons avec tous les moyens disponibles. Ainsi, nous agissons d'abord au niveau des préfets, ensuite nous touchons les notables qui disposent du pouvoir dans la région concernée. Enfin, nous contactons directement les habitants. Et aujourd'hui, tout va mieux. Les premiers intéressés, ce sont bien sûr les riverains, généralement des paysans ou des pêcheurs. Le Japon ne possédant pas de grands fleuves, les centrales sont le plus souvent installées en bord de mer. Et aujourd'hui, ces riverains se sont constitués en véritables groupes de pression. Mais il s'agit moins dans leur esprit de faire échec à l'installation d'une centrale que d'en tirer un profit sous forme d'indemnité. Si bien qu'actuellement, près de 1% du coût de construction d'une centrale est destiné à calmer l'ardeur de ces riverains. En fait, la vraie campagne menée contre le surrégénérateur et le développement du nucléaire au Japon est menée par l'opposition, en l'occurrence le Parti socialiste. Il préconise un changement du modèle de développement japonais. Pour lui, l'industrialisation forcenée du pays est une absurdité en l'état actuel des ressources. Aujourd'hui, ce sont les industries les plus gourmandes en énergie qui se développent. Aciérie et chantier naval par exemple. C'est absurde. Il faut au contraire donner la priorité aux industries qui consomment peu d'énergie et produisent beaucoup de valeur ajoutée, l'électronique ou l'informatique par exemple. Et si nous y parvenons, nous pourrons conserver notre standard de vie sans augmenter pour autant notre consommation d'énergie. Pour travailler dans l'électricité. Le débat est ouvert, mais en attendant, le Japon a décidé d'accélérer le programme de surrégénérateur. Le MITI, le très puissant ministère japonais de l'industrie, met les bouchées doubles. Et de leur côté, les compagnies électriques et les grands constructeurs japonais font le forcing. Ils espèrent parvenir à commercialiser leur premier réacteur surrégénérateur commercial en 1995. Et ils pensent que les problèmes psychologiques auront été réglés d'ici là. Il faut dire qu'ils ont trouvé un allié de poids en la personne du maire d'Hiroshima. Nous devons croire en la capacité des hommes à maîtriser l'énergie nucléaire. Il s'agit d'une technique scientifique créée par la sagesse de l'homme et produite par notre civilisation. Cette technique doit être mise au service du bonheur de l'humanité. Les sports maintenant, c'est l'Italien Gavazzi qui a gagné aujourd'hui un Paris-Bruxelles faussé par des manifestations linguistiques sur la fin. Un petit groupe de coureurs a pu s'échapper. C'est ainsi donc que Gavazzi, qui est assez inconnu, a pu l'emporter. Jacques Bossis, qui est le premier Français, est furieux, comme d'ailleurs la plupart des coureurs, ce soir à Bruxelles. En America Cup, il faut que je vous dise que les Américains mènent maintenant par 3-1 face aux Australiens. Encore une régate gagnée et c'est donc la victoire finale. Pour ce qui est maintenant des pronostics de Pierre Bresse, pour non pas le tiercé mais le quartet qui aura lieu demain, donc à Maison Lafitte, c'est bien le 5 vous le voyez, le 4, le 7, le 14, le 16 et le 15 Sagatus. D'autres chiffres, ceux du loto qui viennent de tomber, le 4,
le 12, le 28, le 31, le 32 et le 45, avec comme numéro complémentaire, vous le voyez peut-être bien, le 2. Voilà, la météo maintenant. Eh bien, aujourd'hui, les températures étaient en baisse sur la moitié nord du pays. En revanche, elles variaient peu sur la moitié sud. Demain, les nuages resteront abondants sur la moitié nord, mais les pluies se localiseront dans le nord-est, tandis que les éclaircies se développeront par l'ouest. Sur la moitié sud, eh bien, après des brumes matinales, le ciel sera souvent ensoleillé. C'est Paul Amar que vous retrouvez vers 23h10 pour notre dernière édition. Et puis Daniel Bilalian demain à Budapest pour un Antenne 2 spécial, un Ethno Midi spécial en direct donc de Hongrie. Bonsoir à tous, à demain.